juste précédemment. Donc on va essayer de tenir le temps et en tout cas peut-être même de le rattraper un petit peu pour éviter de remettre encore beaucoup de densité et dans nos propos. Donc on va essayer de balayer autour de cette table ronde avec les collègues autour de la table la question de la formation des enseignants et des situations d'apprentissage. Formation des enseignants qui a été pointée extrêmement fortement par le président de la République lors de son annonce du plan numérique jeudi dernier comme étant un axe majeur. Formation des enseignants, mais pas que, formation de l'ensemble des personnels et évidemment des personnels d'encadrement et de l'ensemble des personnels. Alors la préoccupation n'est pas nouvelle, on est désormais dans un contexte de généralisation des usages et des potentialités d'usage du numérique, hein, les ENT, magistères, les manuels numériques, les bouquets de ressources, que sais-je. Tout ça nous amène à un cadre d'action certainement un peu différent et remet en avant l'importance d'une stratégie de formation concertée. Alors pour entrer immédiatement dans le débat, peut-être Guillaume, en tant que Dan, est-ce que vous pourriez nous brosser rapidement l'ensemble des projets, des réflexions qui sont portées, notamment par la direction du numérique et pour l'éducation, autour de ces questions de formation? Merci. Alors en effet, la formation est pointée, ça a été dit à de multiples reprises depuis 2 jours, comme un des leviers essentiels hein, des transformations en jeu avec le numérique. C'est un des leviers essentiels mis en œuvre par le ministère, en particulier par la direction du numérique pour l'éducation. C'est une politique de formation qui est menée à plusieurs échelles, au plan national, relayée ensuite en académie. Du national viennent un certain nombre de ressources, d'outils, de dispositifs élaborés par des opérateurs partenaires du ministère de l'Éducation nationale comme le CNED, comme Canopé. Une plateforme essentielle aujourd'hui qui est Magistère, plateforme de formation en ligne, formation à distance, que nous cherchons à mettre en œuvre en académie. De la même façon, l'impulsion nationale que nous relayons, que nous mettons en œuvre, elle cherche à former des publics variés, tous les acteurs de l'éducation nationale, les cadres, les formateurs, les personnes ressources. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire en académie, en s'intéressant à la fois au premier, au second degré, aux professeurs, aux formateurs, aux cadres, avec un partenariat très étroit dans l'académie avec Canopé, et puis quelques éléments sur lesquels on va revenir, en essayant de prendre en compte le contexte local, l'établissement, la logique de projet, et si possible des démarches globales, en relation aussi avec les collectivités territoriales, l'établissement, les personnes ressources de l'établissement, l'équipement, et inclure la formation dans cette logique-là. Merci. Alors peut-être Julie, au titre du réseau MLF America, est-ce que vous auriez quelques expériences finalement de mise en œuvre un peu de ces logiques de formation dans l'esprit que vient de présenter un peu Guillaume? Alors je vais ouvrir un tout petit peu le réseau MLF America à la zone Amérique Nord. J'avais la chance, ça fait 2 ans maintenant que j'ai la chance de m'occuper de la branche du plan régional de formation Amérique Nord, la branche formation à distance. Et dans ce cadre-là, on a monté des formations un tout petit peu différentes à distance que ce qui est usuellement connu ou du grand public. On connaît ce qu'on appelle les MOOC, sur lesquels on rassemble un certain nombre d'étudiants à distance sur une plateforme. Il faut savoir quand même que le MOOC, on estime qu'un MOOC est réussi à 4% de personnes qui ont suivi le MOOC jusqu'à la fin. C'est une petite donnée, moi, qui me pose sérieusement question. Donc, j'ai proposé une action qui prend le contre-pied de ce type de formation. Et depuis 2 ans maintenant, nous sommes plusieurs maintenant à proposer des actions de formation à distance en présentiel, distance présentielle, sur laquelle on développe des projets. En fait, je me suis aperçue en faisant des formations en présentiel avec le numérique que les comportements et les méthodologies de travail à modifier dans les classes étaient tellement profondes que 3 jours de présentiel ne me le permettaient pas. Donc, ces formations à distance au PRF, elles proposent des projets et on accompagne les enseignants pendant 6 semaines. Alors, concrètement, comment ça se passe? On a 6 rendez-vous de 1 heure. Et en fait, sur chaque rendez-vous, on développe le projet ensemble, pas à pas. Donc les enseignants repartent dans les classes, reviennent au bout d'1 semaine et puis portent un peu cette problématique avec eux pendant 6 semaines.
Que s'est-il passé au bout de 2 ans, il n'y a plus qu'une année d'expérimentation l'année prochaine? Je me suis aperçue, en fait les communautés sont très petites, j'ai oublié de vous le préciser, il n'y a pas 15 000 personnes, 4 600 personnes, on est 10, c'est des formations de 10 personnes, on est tous réunis, on se voit tous, on parle, on dialogue, on interagit. Je me suis aperçue qu'en fait en tant que formateur, ça fait presque 12 ans que je fais de la formation, qu'il y a des éléments que je n'avais jamais pu toucher du doigt, à savoir être capable d'évaluer les compétences acquises par les gens que je forme, parce qu'après ils repartent et j'ai malheureusement très peu souvent la possibilité de les rencontrer ou de les voir de nouveau sur un type de projet défini. Et là je me suis aperçue qu'au bout de 6 semaines, qu'est-ce qui se passait? Je voyais le questionnement évoluer, je voyais les gens qui revenaient en fait avec une évolution de leurs compétences et puis de leur positionnement même au sein de la classe en 3 semaines de temps qui était incroyable. Et finalement 6 heures c'est quoi? C'est pas grand chose, c'est une journée de formation. L'autre élément important, c'est de voir qu'à l'issue de ce type de formation, en fait, les enseignants, au bout de ces 6 heures, c'est créer des petites communautés et les gens sont restés en contact pour continuer en fait à dialoguer autour de la problématique qui les a suivis pendant presque 2 mois. Voilà, un petit exemple. On constate exactement la même chose sur l'académie. On a mis en place des parcours hybrides depuis la rentrée, en partenariat avec la DAN de Dijon, et les constats que vient de faire Julie, on a exactement les mêmes, à savoir qu'on crée des communautés, on crée des échanges, et on modifie la façon de se former, de s'auto-former, et d'apprendre au niveau des enseignants. Et je pense que l'hybridation au niveau de notre formation est essentielle. Ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. J'ai les mêmes constats. Je crois qu'on peut également tirer le fil de ce témoignage avec ce que nous disions ce matin sur les ateliers et ce qui a été dit hier et avant-hier sur les questions d'ingénierie de formation finalement, qui est réellement première par rapport à l'outillage technologique qui ne vient qu'accompagner un certain nombre de ces dynamiques de formation. Philippe, est-ce que vous pourriez nous indiquer peut-être au titre d'opérateur, Guillaume plaçait bien Canopé au rang des opérateurs qui viennent assurer aussi en cohérence la formation de nos collègues. Un certain nombre de projets que vous avez mis en place, certains d'entre eux ont été présentés dans les ateliers. Nous présenter un peu la démarche globale que vous avez suivie et son intérêt, sa pertinence dans la stratégie générale de l'Académie. Donc on est convaincu avec Guillaume qu'il faut qu'on forme les enseignants de la manière dont on veut qu'ils apprennent, qu'ils enseignent. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On a mis en place différents types d'actions qui sont un peu novateurs en termes de formation. On vient de mettre en place ce qu'on a appelé, nous, des Fab Labs édu, où en fin de compte, on fait venir des collègues de manière assez libre sur une thématique généralement liée au numérique et sous forme d'ateliers. Il n'y a plus de formateurs, il y a des médiateurs et on part du principe que chacun peut apporter soit des solutions, soit des questions. Et on vient de lancer cette forme de formation qui a l'air de bien fonctionner. On a eu un premier groupe et on leur laisse à la fin de la première session le choix soit de continuer, soit de s'arrêter. Ils sont libres de quitter le groupe quand ils le veulent, ça pose aucun souci. Et donc là, ce qu'on a vu, ce sont des gens qui se sont redonnés rendez-vous pour une session en présentiel, mais également des gens qui ont décidé de poursuivre leurs actions via un système à distance, et ils ont choisi, alors ils avaient magistère, ils avaient différents choix, il se trouve que là ils ont choisi via Educ. Ce type de co-formation entre pairs nous semble essentiel. C'est ce qu'on veut aussi développer au niveau de l'enseignement, de la pratique quotidienne. Ça, c'est une première chose. On a aussi, en hommage à Guillaume, parce que Guillaume est un fan des trucks, il faut le savoir, lancé pour la rentrée prochaine une formation qu'on a pour l'instant appelée Open Truck. Vous avez entendu parler d'Open, Guillaume vous l'a présenté en plénière, il a aussi fait un atelier, je crois hier, sur le sujet, en se basant sur l'autopositionnement des établissements et notamment sur la partie pédagogique. On se propose d'aller dans les établissements qui ont fait un autopositionnement, de regarder leur autopositionnement pédagogique et en fonction des manques ou des réussites,
leur proposer des formations adaptées pendant une journée sous forme d'ateliers de pratiques pédagogiques. Donc on essaye autant se faire se peut de varier avec une notion très importante, et ça je pense que Guillaume pourrait nous en dire davantage. On a essayé pour l'année prochaine de partir de situations d'apprentissage des élèves et non pas de rentrer par les outils techniques ou les choses comme ça. Et donc tout notre plan de formation au et par le numérique, on a essayé de rentrer par ces situations d'apprentissage. Guillaume, justement, vous voulez... Oui, je vais réagir. On essaye d'atteindre quelques objectifs derrière tous ces dispositifs, l'administration de la formation, les plateformes, etc. etc. Mais le plus important, c'est quelques éléments. On voit que l'intérêt du numérique du côté des élèves, c'est les activités, ce sont des choses inédites, c'est développer la collaboration, c'est le mot-clé écrit en jaune par Julie hier. Bien, il faut qu'on essaye d'atteindre la même chose en formation avec les enseignants. Et ce qu'on cherche à travers le Fab Lab EDU, à travers les formations locales en établissement, c'est évidemment à développer la mutualisation, les échanges et à renforcer ou à développer ce type de posture chez les enseignants. Jouer sur la communauté de l'établissement, de considérer l'établissement comme une communauté apprenante. Et la troisième chose, c'est à l'automne dernier, on échange avec les collègues de la délégation au numérique éducatif, avec Canopé, avec plein de gens à distance. Et j'ai dit, il faut qu'on arrête d'entrer par les outils, par les dispositifs, et il faut qu'on parle d'abord de pédagogie. Alors au départ, c'était un peu sous forme de slogan, c'était quelques mots-clés, c'était littératie, continuité pédagogique, différenciation, etc. Et puis c'est une réflexion qui s'est enrichie, mais on essaye d'entrer dans cette réflexion sur la formation avec Canopé, avec le service de formation, avec l'école d'inspection, d'abord par des préoccupations liées aux situations d'enseignement-apprentissage. On a mis au centre de notre réflexion ça, les apprentissages, parce que la clé, et on l'a compris depuis 2 jours, tout l'intérêt du numérique, la plus-value, c'est uniquement ce que les professeurs en feront, et cette pédagogie, elle est première. Est-ce que vous pouvez garder la parole, Guillaume, pour essayer peut-être de nous brosser un petit peu, nous caractériser une stratégie cohérente, globale, efficiente de montage de formation. Alors, sujet ambitieux dans les quelques minutes que nous avons à vous accorder, mais brosser quelques lignes. Alors, oui, c'est un objectif. Alors, dans nos actions de formation, pour essayer d'en faire quelque chose un tant soit peu cohérent et pertinent, je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et ça c'est difficile avec des plans de formation. Alors on se heurte à des choses très très bêtes, mais les calendriers d'un budget, année civile, d'une formation sur l'année scolaire, des logiques annuelles, alors qu'il faut absolument inscrire ça dans la durée. Il faut essayer absolument de toucher, de mobiliser toutes les catégories, tous les acteurs. Ça veut dire toucher les cadres, les chefs d'établissement, les inspecteurs, c'est crucial. Développer, animer un réseau de personnes ressources, c'est aussi vrai dans le premier comme dans le second degré. Essayer aussi de tenir un double fil qui est le disciplinaire pour le second degré, mais aussi le transversal, et essayer d'amener du croisement entre les disciplines. C'est aussi à travers des actions de formation, de répondre, de montrer, nous c'est une préoccupation évidemment cruciale, de montrer ce qu'on fait aux collectivités territoriales. On fait face, on demande aux collectivités territoriales de l'équipement, des investissements. On doit absolument accompagner ces investissements d'actions de formation. Ça veut dire qu'on a aussi des actions de formation. La cohérence, elle est aussi de ce côté-là. C'est systématiquement accompagner les projets des collectivités d'équipement, de déploiement, de généralisation de NT, d'une action, d'une mobilisation et d'action de formation.
Et c'est aussi essayer d'instiller de l'innovation, d'essayer d'atteindre les objectifs qu'on a évoqués, la mutualisation, la collaboration. C'est à travers les exemples qu'évoquait Philippe Rata, à travers le Fab Lab Edu, à travers, on va lancer, je vais faire une petite publicité, l'année prochaine un concours de blog pour essayer de travailler sur cette compétence publiée. Tout au long de la vie de ce concours, qui est proposé à toutes les écoles et tous les établissements de la mission laïque française, d'essayer de proposer des actions de formation tout au long de concours, de mêler, de mettre dans la dynamique de projet des actions de formation. Peut-être revenir vers Canopé et une des orientations de la refondation du réseau Canopé passe aussi par les ateliers Canopé sur le territoire, qui maillent le territoire. Peut-être Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette offre nouvelle, en fait, sur cette dynamique nouvelle qui essaye d'installer Canopé dans la réponse formation qui est proposée sur les territoires et dans lesquels chacun d'entre nous pouvons nous inscrire? Alors, on est vraiment en working progress, hein. Comme le disait notre directeur général lundi lors d'une table ronde. Actuellement, nous avons une trentaine d'ateliers qui sont labellisés et à terme, horizon 2017, nous devrions en avoir plus de 100 qui couvriront effectivement tout le territoire. Le maître mot de ces ateliers, ce sont des espaces multiples à l'intérieur des ateliers au service des usagers, mais également au service essentiellement de la co-construction, de l'échange, de la communication. Et avec un maître mot, essayer de mettre les usagers, quand je parle des usagers, ça peut être des stagiaires ou des gens qui viennent directement dans nos ateliers, de les mettre dans des situations d'échange, de co-construction et d'apprentissage mutuel au niveau de l'enseignement. Donc on est vraiment dans une dynamique, alors c'est des grands mots, hein, mais de co-design, de co-working, et c'est ce qu'on a essayé aussi d'illustrer à travers la notion d'atelier et de Fab Lab Edu qu'on a lancé en partenariat avec la DAN. Donc à terme, effectivement, on devrait pouvoir couvrir l'ensemble du territoire avec ce style d'atelier. Peut-être juste pour témoigner d'une expérience en lien avec Canopé, le dernier colloque de l'ESN-ESR e-éducation a été relayé, construit sur le site du Technopole du Futuroscope et relayé dans 40 ateliers Canopé différents, ce qui a permis d'accueillir à peu près 650 personnes localement dans des équipes projets qui ont bénéficié des apports de conférences que vous pouvez retrouver sur le site du Congrès, mais également sur le site de l'ESN-ESR, et de déployer après, de travailler en atelier de façon pratico-pratique, de façon locale. Donc on voit bien que là, il y a des dynamiques qui se mettent en œuvre de façon assez intéressante. Peut-être pour revenir vers Julie, le regard large que vous avez sur les questions de formation, est-ce que vous pourriez identifier les conditions de réussite spécifiques aux établissements français à l'étranger pour faciliter, réussir cette formation des personnels, des enseignants? Alors je ne sais pas si elles sont bien différentes des conditions de réussite qu'on pourrait espérer pour la France. Il y en a plusieurs, je ne serai pas exhaustive, loin de là. Le premier élément, je vais reprendre ce que tu disais, Guillaume, c'est s'assurer en fait d'ancrer les éléments dans le temps et arrêter de zapper en fait sur de la formation. Il faut que nos enseignants, il faut que nos personnels, à tout niveau que ce soit, s'ancrent sur des actions sur le long terme. C'est ce que m'aura appris en grande partie ces stages sur durée de 6 semaines, même 12, puisqu'ils sont renouvelés sur 2 ans. Mais ça ne fait que 12 heures, hein, Guillaume, hein, c'est pas tant que ça. Mais en fait, vivre avec un seul projet, une seule problématique pendant 6 semaines, je me suis rendu compte qu'il se passait beaucoup de choses. C'est vrai que dégager du temps pendant 3 jours en présentiel, c'est intéressant, mais 6 semaines de réflexion, c'est pas inintéressant. L'autre élément, c'est d'arriver à former le plus possible des équipes entières. Et ça, le numérique nous le propose. La problématique que nous rencontrons, nous, à l'étranger, c'est d'envoyer en fait du personnel. Le plan régional de formation, en fait, nous amène à envoyer un enseignant ou 2 enseignants et se faire le rapporteur d'un vécu au sein d'une équipe. C'est pas toujours évident sur le positionnement des enseignants. Donc là aussi, je pense qu'on a gagné sur une facilitation de la formation totale d'équipe. Et le dernier élément dont on n'a pas du tout parlé, là on est en train d'envisager la formation toujours par le biais descendante, au programme pour les gens, et c'est l'institution qui décide de ce qui sera proposé. Je pense qu'il y a l'institution qui
va nous donner tout un tas de choses, mais je pense qu'aussi on gagnerait beaucoup, et c'est des choses qui se font un peu à l'étranger, à recontextualiser les lieux de formation et à penser qu'on peut travailler avec les autres. Je vais juste vous donner un seul exemple. Là, on pense à former dans nos murs. Ben, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas se former dans les musées? Il existe tout un tas d'actions de formation extrêmement intéressantes avec des professionnels qui ne sont pas de l'éducation, et ça m'intéresse parce que le regard il est autre et parce qu'ils vont nous pousser dans nos retranchements. Et le numérique nous permet, en fait, même si on est loin, même si on n'a pas... Le présentiel est possible aussi, hein, mais ça nous permet d'être formés autrement et différemment. Donc une action, quand j'étais à Los Angeles, j'avais la chance de travailler avec le LACMA et d'envoyer mes enseignants en présentiel ou en distanciel 4 fois dans l'année à des sessions de travail avec du personnel de musée, des curateurs, et il en sort des choses, j'ai envie de vous dire, bien plus intéressantes que si moi je fais une formation sur les arts. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas et qui ne m'appartiendront malheureusement jamais. Donc je pense que le numérique, c'est aussi se confronter à des gens qui sont vraiment porteurs de compétences autres que les nôtres. Ils ont l'ouverture. Exactement. Ok. Peut-être une question à tous les trois pour poursuivre sur cette voie des conditions de réussite en le prenant par l'autre bout, peut-être. Est-ce que vous pourriez identifier les uns les autres les points de blocage, hein, Guillaume en évoquait un, peut-être autour des aspects budgétaires, des aspects administration de la formation. Peut-être quels sont les points de blocage les plus importants que vous repérez et comment vous imagineriez qu'on puisse les dépasser dans un avenir plus ou moins proche? Alors, de ce point de vue-là, sur l'aspect financier, on bénéficie d'un engagement politique, ministériel, présidentiel, très fort. C'est un engagement qui a été pris jeudi dernier. Avec l'Académie a reçu l'année dernière, comme toutes les académies, des moyens dédiés à la formation au et par le numérique. On a un engagement sur 3 ans et on ne pourra pas s'abriter derrière cette question des moyens. En académie, on est confronté, comme dans toutes les académies, à la masse, à l'effectif. Ça, c'est typique, hein, de l'éducation nationale. L'académie de Dijon, c'est grosso modo 25 000 enseignants, premier et second degré. Je voudrais évoquer d'autres difficultés, hein, je pense que c'est des blocages ou des choses qu'on peut surmonter. L'articulation entre la formation initiale et la formation continue, toujours dans cette idée de la durée, de la continuité. On est en permanence en train d'essayer de travailler ce continuum de formation et on doit travailler absolument avec l'ESPE parce que il y a des compétences de formation. Julie a parlé hier très très fortement, avec beaucoup de conviction, de cette question de l'auto-formation. C'est une compétence des enseignants, ça fait partie du référentiel. On doit absolument travailler ça tout au long de la formation des enseignants. Julie, Philippe, peut-être sur cette même question? Alors moi je vais, donc sur la contrainte ou les freins, moi j'en vois un principal mais qu'il est très facile de lever. Et très facile de lever, c'est d'envisager le métier d'enseignant. Là, on envisage le métier d'enseignant. Voilà, je suis enseignant et puis je vais me former, je reçois la formation. Qu'est-ce que ce serait simple de dire, voilà, je suis enseignant, mais je suis aussi / formateur. Alors, certains d'entre vous vont me regarder en me disant, mais moi, tous mes enseignants ne sont pas capables d'être formateurs. Eh ben moi, je vous dis que si, j'en suis persuadée. Tout ce qu'on fait dans une salle de classe n'est peut-être pas mirobolant 100% du temps, mais je vous assure qu'il est facile d'aider les enseignants à se concentrer sur les 5% qui font merveilleusement bien et de les accompagner dans un positionnement autre. Je vais vous parler, je vais prendre là un peu plus de temps pour parler d'une initiative de l'établissement du LIFA dans lequel je suis. La nouvelle chef d'établissement qui est arrivée cette année avec la directrice du primaire ont décidé en fait de faire quelque chose de très original, c'est-à-dire qu'en lieu et place de formation que connaissent nos établissements, en dehors des passages d'inspection, il y a des gens qui vont s'asseoir dans les salles de classe et qui effectuent une évaluation. Ils ont décidé qu'il serait peut-être plus intéressant en fait d'aider les enseignants à se focaliser sur une problématique de recherche. Et là, je fais un petit rappel à Marc Durando qui nous expliquait qu'en Finlande, malheureusement, il n'est pas encore prouvé que le fait que les enseignants aient dans leur cursus des modules de recherche participent grandement à la réussite de cette école. Moi, j'en suis profondément persuadée. Je reviens au LIFA. Donc cette année, les enseignants, au lieu d'avoir quelqu'un assis au fond de la classe pendant 1 heure, leur disant ça va pas, il faudrait se pencher là-dessus, allez, on a 3 objectifs, on part sur l'année.
Je suis désolée, c'est un petit peu... J'y crois pas. Poursuivez. Et donc, elles ont permis aux enseignants de développer un projet de recherche. Donc j'ai eu la chance d'accompagner quelques enseignants sur ces projets de recherche à l'année. Et au bout d'un mois, c'est faire le bilan de difficultés certaines qui étaient apparentes au sein de la classe et de se focaliser sur la mise en place de travaux. Et quand je dis travaux, c'est travaux de recherche. C'est pas juste je vais implémenter en changeant ma méthode de lecture ou voilà. Donc, de travaux de recherche, de travaux de lecture, de l'écriture d'un projet. Et là, on vient de finaliser avec certains enseignants, au bout d'une année, ces travaux-là, en fait, il y a un rapport d'écrit. Je me suis dit, mais c'est un peu dommage, parce que ce rapport va rester entre la direction et l'enseignant qui est évalué, ou entre moi, conseiller pédagogique. Et donc, on est parti sur l'ouverture de ces projets de recherche à l'élaboration de vidéos. Je vous le disais hier, les vidéos, on adore, on regarde, on s'assoit, et puis il y a des choses qui passent, si on a envie, après on peut aller lire le rapport. Donc des vidéos ont été formatées, une plateforme, j'espère, bientôt, verra le jour, de manière à partager tout ce qui se passe un peu partout dans ces classes-là. Donc, je termine, désolée. Donc, enseignant / formateur, donc ces gens-là, au bout d'une année de recherche, l'année prochaine, je les ai tous pris là. Parce qu'au bout d'un an de recherche, on s'en est posé des questions pour passer à des actes de formation dès l'année prochaine. Et je vois déjà dans le positionnement qu'ils ont par rapport à ces problématiques qu'ils ont rencontrées, un recul certain et une envie de communiquer les choses, donc de se positionner un peu différemment et de continuer la recherche des entreprises. Voilà, c'est tout. Donc enseignant / formateur Oui. / chercheur. Oui. Guillaume? J'ai souri parce que j'ai passé quelques centaines d'heures assis au fond des classes comme inspecteur. Voilà, j'ai comme tous mes collègues, membres des corps d'inspection, on a un peu une expérience et un avis là-dessus. Et je ne suis pas du tout choqué par ce que dit Julie, je la rejoins beaucoup, parce que je crois que dans mon action d'inspection, de formation, d'animation, ce qui était le plus efficace, c'était plutôt d'essayer d'amener les enseignants à travailler entre eux. Et je me suis inspiré de ce que faisaient des collègues dans d'autres disciplines. Des groupes de secteurs, des formateurs qui sont non plus en position de formation mais d'animation, donner du temps à des collègues pour travailler ensemble une question avec une relative autonomie. Et j'ai la conviction, et plutôt renforcée par l'expérience, que ce sont les modalités de formation qui entraînent le plus de changements dans les pratiques, dans les postures, la question des observations croisées. C'est quelque chose qui a été évoqué ce matin dans un atelier par Loïc Chaton, proviseur du lycée Vergniaud de la Grande Canarie, qui disait « Voilà, j'ai invité les enseignants aussi à aller s'observer du premier et du second degré ». C'est des choses qu'on est assez nombreux, je pense, cadres de l'éducation nationale, à souhaiter voir se développer comme type de pratique. Il y a des compétences dans tous les établissements. Il y a des professeurs qui ont des compétences partout. Il faut vraiment réussir à permettre l'expression de ces compétences, renforcer la posture réflexive, etc. Donc vraiment, je pense que ça a beaucoup de pertinence, ces propos. Peut-être pour basculer sur un sujet que Guillaume a évoqué en tout début de cette table ronde, vous avez parlé du projet Magistère, qui est un des fers de lance du projet de formation de la direction du numérique pour l'éducation. Alors, est-ce que Magistère est la solution? Est-ce qu'on est dans le top-down, dans le bottom-up? Comment est-ce que vous appréhendez et comment est-ce que finalement les équipes peuvent se saisir de cette opportunité qui leur est faite d'une plateforme de formation à distance? Il y a Via Éduc également. Voilà. Évidemment, ça n'est pas la solution, parce que s'il y avait la solution, ça se saurait. Alors, évidemment, c'est une grosse machine. Le déploiement en académie d'une telle plateforme, c'est un dispositif forcément massif pour nous. Juste par exemple, dans le second degré, on forme chaque année des formateurs à la maîtrise de la plateforme, à sa connaissance et surtout à la conception et donc à imaginer une autre ingénierie de formation. C'est quoi concevoir une formation? Et on est tous en train d'apprendre. Et on forme j'allais dire des fournées, c'est péjoratif, des groupes de 80 formateurs. On suit actuellement 160 formateurs du second degré. Donc là, il y a un défi. C'est un levier du changement et c'est quelque chose dans lequel on croit.
parce qu'on est en train de changer la modalité de formation. On essaie de faire passer le message que, alors c'est surtout pas de l'auto-formation, c'est pas de la formation surveillée. On essaye d'expliquer qu'il doit y avoir un formateur, il doit y avoir de l'animation, il doit y avoir des échanges entre les stagiaires. Et c'est ces pratiques-là de formation qu'on essaye de développer et qui sont, on le pense, un levier de changement. Philippe, de votre expérience, je crois que vous avez déployé plus d'une dizaine de parcours magistères. Finalement, comment est-ce qu'on peut répondre vous parliez de situation d'apprentissage tout à l'heure, à la réalité des besoins des enseignants et à ce choix attendu de leur part de pouvoir se saisir de telle ou telle action de formation? Déjà, le premier temps, c'est qu'on a systématiquement, effectivement, plusieurs parcours magistères, mais ils sont tous dans le cadre de formation hybride. C'est un choix qu'on a fait, on a déployé en hybride systématiquement. Donc ce ne sont pas forcément des parcours autonomes, d'auto-formation, mais qui s'inscrivent dans un dispositif plus long. Et ça rejoint ce que disait Julie, à savoir que donner du temps au temps dans la formation, c'est quelque chose d'essentiel. Par ailleurs, l'expérience qu'on a sur Magister, c'est que c'est malgré tout un formidable outil. Il a été conçu au départ plutôt comme un outil d'auto-formation avec des parcours suivis, avec des tests d'évaluation, d'auto-évaluation. Cependant, on s'aperçoit que tous les outils mis à disposition des formateurs, mais également des enseignants, et on retrouve le paradigme que tu donnais, enseignant, formateur, /formateur. Magister /chercheur. Magister favorise ça. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un an d'expérience, on n'a pas des parcours qui sont monolithiques. On a, par exemple, Bernard en donnait l'exemple, un de mes formateurs en donnait l'exemple ce matin en atelier. On a, par exemple, une base de données pour un parcours lié aux tablettes, une base de données d'applications recommandées par les enseignants, testées dans leur classe. C'est un outil très ouvert. On peut faire de la visioconférence. C'est vraiment un outil très ouvert et formidable. La chose étant, c'est qu'il faudrait qu'à un moment ou à un autre, au niveau, et on parlait des freins, c'est qu'on l'ouvre davantage. C'est-à-dire que pour l'instant, on voit des parcours, mais on ne peut pas s'inscrire ou s'auto-inscrire directement. Il faut que quelqu'un vous inscrive. Et ça, quelque part, c'est vraiment dommageable. Il faudrait que l'administration, on va donner le terme, décide à un moment ou à un autre d'ouvrir en grand les portes de Magister. Parce que c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Nous revisitons là le haut de l'ouverture qui a occupé certains de nos débats. Julie, vous évoquiez tout à l'heure la place des formateurs. On voit bien que ces nouvelles modalités de formation au et par le numérique bousculent directement le rôle et la mission des formateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? On l'a vu dans l'avènement de Magister pour le premier degré, et le rôle des conseillers pédagogiques qui s'est vu éminemment transformé dans l'accompagnement de parcours, plus que dans l'encadrement de l'animation pédagogique. Donc, de votre expérience, comment voyez-vous cette évolution nécessaire pour devenir formateur au et par le numérique? Alors, même formateur tout court, parce que je crois que le numérique nous pose des questions qu'on aurait dû se poser un petit peu aussi avant. Sur l'évolution du métier, hier, Jean-François Cerisier nous a parlé pendant un petit moment des interactions qui changeaient. J'en parlais pas mal à l'acte 1. Et je pense que c'est en ça que notre métier change. Aujourd'hui, un enseignant, et je vais partir de là, dans sa classe, il ne doit plus seulement penser en termes de compétences et de contenu, il doit nécessairement penser avec le numérique en termes d'interaction. Les interactions changent avec les élèves, les interactions entre les élèves changent, et les interactions avec l'extérieur, avec le monde. J'en ai parlé longuement l'année dernière. On peut faire entrer la compétence de l'extérieur à l'intérieur de la classe. C'est exactement la même chose pour le formateur. Aujourd'hui, le formateur doit penser à ces trois types d'interactions et il doit penser sa formation. Le fil directeur, à mon avis, d'une préparation de formation, quelle qu'elle soit, c'est savoir de quelle manière est-ce qu'on gère ces interactions et de quelle manière, surtout à distance, on va permettre aux gens de rentrer en interaction. Quand je me positionne en formation à distance, ma question continue, elle est, je note sur une feuille combien et quand je vais pouvoir faire interagir les gens entre eux, avec l'extérieur en amenant, parce qu'on peut faire tourner les écrans, et c'est surtout pas, moi je limite le temps de parole et je le note.
de ce que je vais pouvoir faire passer, parce que c'est pas là que se passent les choses, quoi. Et je pense, et en pensant à ce type d'interaction, en se mettant le plus en retrait possible, qu'on arrive, en créant ces communautés, à arriver en fait à cette autonomie dont je parlais. On arrive, les gens se mettent en communauté et continuent le travail. Voilà, c'est... Alors, si on devait glisser sur un petit peu, Guillaume nous y invitait à parler des corps d'encadrement. Selon vous, tous les trois, quel rôle un peu spécifique les corps d'encadrement peuvent-ils tenir pour favoriser cette dynamique de formation un peu nouvelle que vous appelez tous trois de vos voeux? Guillaume, peut-être? Un rôle clé. Un rôle clé. Les chefs d'établissement à la tête des établissements, un des leviers du pilotage d'un établissement, c'est la formation. Dans un projet d'établissement, le projet d'établissement peut inclure un plan de formation de l'établissement. Les chefs d'établissement sont également animateurs des bassins. De plus en plus, la formation est une formation d'initiative locale, d'établissement, de bassins. On voit cette évolution là sur plusieurs années, on voit monter cette formation d'initiative locale. Donc la sensibilisation, la prise en compte de ces questions par les chefs d'établissement est clé. De la même façon que les corps d'inspection sont aussi à la tête de l'animation des formations dans les champs disciplinaires. Donc c'est vraiment, ce sont des acteurs clés que l'on cherche à toucher, à mobiliser par toutes sortes d'actions, par de la réflexion en groupe du programme de travail académique, intercatégoriel, par des suivis de projets, par des journées, des séminaires, des congrès. On va organiser par exemple l'année prochaine, le 16 septembre, pour la 3e fois avec Canopée, une université numérique d'automne le 16 septembre. L'année dernière, on avait essayé de toucher tous les inspecteurs du premier et du second degré. Cette année, on va, dans cette salle, ici même, s'adresser à tous les chefs d'établissement pour leur faire passer voilà, le message, qui est aussi un message de confiance, sur l'importance du rôle dans chaque établissement. La formation, elle se joue en particulier à cette échelle-là. Julie, Philippe, sur cette question? Non, moi je vais juste reprendre rapidement ce que disait Philippe, c'est-à-dire il faut un chef d'établissement, il faut qu'il, s'il peut, ouvrir au maximum les portes de ce qu'est la formation, de ce qui est représenté, pas se limiter aux éléments institutionnels qui nous sont donnés, et puis valoriser surtout les compétences à l'intérieur de son établissement et les promouvoir. Bien, écoutez, si nous voulons tenir notre objectif de rattrapage du temps que nous nous étions donné en coulisses, je vais vous proposer peut-être à tous les trois, avant de céder la parole à Madame Gaillard, pour le difficile exercice de clôture, en tout cas de synthèse de ces 3 journées de travaux, peut-être sur cette question de la formation des enseignants et des situations d'apprentissage. Est-ce que si vous deviez, quelques mots de conclusion tous les trois, identifier 2 ou 3 éléments clés, qu'est-ce que vous retireriez de cette question? Guillaume, Julie, Philippe, qui est-ce qui veut se lancer? Responsabilité assumée d'auto-formation, je m'arrêterai là. Responsabilité assumée d'auto-formation, parfait. Guillaume? Peut-être le métier ou la professionnalité. La formation, Julie parle d'auto-formation, de cette responsabilité, c'est une compétence attendue des enseignants. Voilà, la pédagogie, la mise en œuvre de situations d'enseignement-apprentissage, la formation, ce sont des compétences, ça fait partie du métier de la professionnalité des enseignants. Et c'est ça ce qu'on cherche à faire, acquérir ou renforcer à travers la formation. Merci. Philippe, quelques mots-clés? Diversification. Diversification et ouverture. Très bien, merci à tous en tout cas pour ces quelques éléments d'échange. Le sujet de cette table ronde est un sujet extrêmement vaste, je pense qu'il ne manquera pas d'alimenter tous les débats et comment également le niveau national peut se mettre à la disposition de l'échelon local pour accompagner tout ça. Enfin, on a encore beaucoup de questions qui restent devant nous. Madame Gaillard, je vous cède la parole pour ces quelques éléments de synthèse de ces 3 jours de colloque.
Oui, l'exercice n'est pas facile, comme vous l'avez dit, mais on va essayer. Voilà, donc comme le programme l'indique, je suis inspectrice générale de l'éducation nationale, mais honoraire, ce qui veut dire que je ne suis plus en activité depuis quelques mois, ça ne fait pas très longtemps, mais quand même. Mais je voudrais quand même vous rassurer, mon intérêt et ma curiosité pour les questions d'éducation au sens large du terme restent intacts. Et je suis d'autant plus heureuse d'avoir pu assister à ce congrès. J'ai appris beaucoup de choses, je vous le dis très franchement. Et je remercie la mission laïque de m'avoir invitée. Donc, rapidement, pour me situer, j'appartenais, mais enfin bon, dans mon esprit, j'appartiens encore au groupe des langues vivantes, puisque vous savez que l'IGN est structuré en groupe disciplinaire. Et je voudrais tout de suite dire que toutes les questions liées à l'enseignement des langues sont traitées de manière en interlangue. Voilà, c'est une approche interlangue et nous tenons beaucoup, et mes collègues qui sont encore en exercice tiennent beaucoup à cet affichage. C'est une famille et nous pensons interlangue. Néanmoins, pour des questions d'organisation du travail et de commodité, nous avons en responsabilité des dossiers, il faut bien se partager la tâche, et je ne portais pas personnellement le dossier du numérique. Donc il y a bien sûr parmi nous des personnes qui ont une appétence et une compétence particulière pour ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai été écartée de cette question, puisque dans les différentes missions que j'ai eu à conduire, soit sous forme de présidence ou de coprésidence ou avec d'autres, y compris avec l'IGAENR, qu'il s'agisse donc de missions d'évaluation de l'impact des réformes, dernièrement la réforme du lycée, qu'il s'agisse pour notre groupe de la conception de l'écriture des programmes de langue au pluriel étrangères et régionales que j'ai eu l'immense plaisir et privilège de présider à l'école et au collège et de co-présider au lycée, qu'il s'agisse du plan de renforcement de l'enseignement des langues de 2005 suite au rapport annexé à la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école de 2005. Bon, bref, quels que soient les dossiers, le numérique est toujours quelque part. Voilà, il faut de toute façon aborder, s'interroger sur la question de l'intégration du numérique. Donc je ne vais pas tenter une mauvaise paraphrase de ce qui a été si bien dit et présenté pendant ces 2 jours et demi, mais plutôt vous faire part très modestement des réflexions que m'inspirent les différentes présentations, interventions, témoignages, dont je salue au passage la grande qualité d'une manière générale. Alors tout d'abord, j'ai été rassurée. Je ne sais pas si ça va vous rassurer que je vous dise que j'ai été rassurée, mais j'ai été rassurée parce que pour avoir souvent assisté à des rencontres, des séminaires sur ce qu'on appelait les nouvelles technologies, ce n'est plus, je pense, l'appellation très à la mode, j'avais toujours l'impression d'en ressortir avec un sentiment de frustration et d'avoir assisté à un superbe, certes, mais salon des nouvelles technologies, mais que la question de la pédagogie était rarement abordée, ou alors peut-être un peu tard. Donc j'ai été rassurée aussi par l'équilibre des propos, de la teneur des propos. Autrement dit, on a pris garde dans ce congrès de ne pas être, je vais être très directe, béat d'admiration, comme on peut l'être parfois, et ça suscite des réactions négatives dans le corps enseignant, puisque j'ai inspecté encore en tant qu'inspecteur général et croisé beaucoup de professeurs, j'ai été formateur moi-même dans le passé. Donc on a pris garde de ne pas être béat d'admiration devant la nouveauté, enfin au sens large, devant l'attrait, devant l'actualité du numérique et de tout ce qu'il sous-tend. Je n'ai pas eu non plus l'impression, je viens de le dire, d'assister à un salon des nouvelles technologies. La pédagogie, et c'était la commande, je crois, et c'est bien, a toujours été au cœur des préoccupations. Même si nous avons parfois l'impression que nous n'avons pas toutes les réponses, et je crois qu'on peut dire loin s'en faut, nous sommes encore en train de chercher des réponses, notamment pour la formation dont vous venez de parler.
voir que nous n'en sommes qu'au balbutiement de la mise en place de ce nouvel écosystème. J'ai bien retenu le mot écosystème hier. Quelqu'un a parlé, ou peut-être 2 personnes ont parlé d'écosystème numérique, je crois. Et je crois que ça résume bien la problématique actuelle. Donc pour moi, nous en sommes au balbutiement de la mise en place de ce nouvel écosystème. Les vrais enjeux ont néanmoins été posés, et ça c'est rassurant. Et les limites ou les risques ont été pointés et mesuré à plusieurs reprises. Peut-il en être autrement alors que le monde de l'éducation, des pédagogues est en train de vivre, une fois encore, j'allais dire, une véritable révolution culturelle, et n'ayons pas peur de... Je me mets à la place du Béotien, nous en sommes donc à l'aube d'une véritable révolution culturelle. Alors, dans ce congrès, on est parti d'un constat qui est partagé, je crois. Nous vivons dans un monde de plus en plus ouvert, et parce qu'il est de plus en plus ouvert, il est de plus en plus concurrentiel. Dans un monde où les usagers, comme on dit, y compris les familles, sont de plus en plus demandeurs, exigeants en matière de performance, de résultats. Il y a donc nécessité de s'adapter, je n'ai pas dit de renoncer, mais de s'adapter, non pas seulement dans les contenus, je reviens à l'école, là, au sens large du terme, puisque les programmes, en principe, quand même, sont revus régulièrement pour réactualiser les contenus, bien entendu, dans toutes les disciplines, c'est particulièrement important dans les disciplines scientifiques et technologiques, mais adapter aussi les démarches, et c'est peut-être ce qu'on oublie un peu trop souvent. Nécessité d'évoluer, donc, pour répondre aux enjeux sociétaux et économique de demain, et n'oublions pas effectivement que l'école ne doit pas être coupée du monde qui l'entoure, hein, du monde économique, et puisque nous formons quand même de futurs adultes qui seront amenés à faire preuve de compétences dans ce monde-là. Donc le numérique est au cœur de ces enjeux, on l'a démontré, et avec lui forcément l'innovation. Vous l'avez dit, je crois, en début de congrès à propos de la mission laïque et de manière générale des établissements français à l'étranger, à propos du réseau, cette évolution, cette adaptation est la meilleure façon de défendre la place acquise par le réseau français à l'étranger et meilleure façon de le renforcer. Alors on a aussi, ça c'était le constat de départ, les faits. Mais on a exprimé des craintes de manière tout à fait légitime. Parce que ces craintes-là, elles sont très très perceptibles, je le répète, sur le terrain. S'adapter, évoluer, ne signifie pas renoncer. Ça ne signifie pas renoncer aux valeurs, ça a été bien dit aussi, qui fondent notre société et notre histoire. Alors oui, le système éducatif français jouit toujours d'une belle image, on va dire, en dehors de nos frontières, notamment grâce à l'idéal d'humanisme sur lequel il se fonde. Et s'il est heureux qu'on ait ouvert ce congrès et que ce congrès soit presque terminé sur cette remise de concours où l'humanisme a été mis à l'honneur, parce qu'on oublie peut-être trop souvent cette dimension-là quand justement on aborde l'outil en question. Donc, idéal d'humanisme sur lequel donc notre système est fondé. On a également beaucoup insisté à l'ouverture du congrès sur la notion de laïcité dans une actualité qui malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en fait une priorité ou rappelle que c'est une priorité, voire une urgence. Alors, là, il y a, semble-t-il, un hiatus. D'un côté, nous avons une innovation technologique. D'un autre côté, nous avons des valeurs humanistes, humains, hommes. Vous allez me dire quel lien, vu comme ça, de loin, quel lien entre des valeurs séculaires, quelqu'un a fait référence au siècle des Lumières aussi, et un langage codé, apparemment déshumanisé, je reprends des termes aussi qui ont été prononcés, que des programmes, des systèmes peuvent traiter. Quel lien entre des valeurs donc humaines, humanistes et le numérique? Si l'on se contente évidemment d'opposer le concept, l'idéal d'un côté, que l'on
considère comme étant extrêmement noble puisqu'il est là pour élever l'homme. Et d'un autre côté, l'objet numérique, que j'appellerai, mais ça n'est pas, il n'y a pas de mauvaise intention de ma part, la machinerie numérique, il n'y a évidemment aucun lien. Vu comme cela, ils sont aux antipodes. Par contre, et peut-être qu'il y a un élément de réponse, mais je crois que vous l'avez tous abordé au cours de ces séminaires, si l'on s'intéresse non pas à l'outil pour lui-même, mais à ce que permet de faire le numérique, c'est-à-dire si l'on s'intéresse à l'action, il en va autrement, car c'est de son utilisation bien pensée, intelligente, mesurée, qu'émergent les valeurs humaines. Alors, j'ai en effet été assez frappée par le nombre d'occurrences de mots ou d'expressions au cours de ces 2 jours et demi, mots ou expressions au sémantisme assez proche. Alors je ne me suis pas amusée à dénombrer le nombre d'occurrences, mais ça aurait pu être intéressant. J'en cite juste quelques-uns. Ils sont revenus souvent: lien, solidarité, nouveaux types de rapports, interaction, mise en relation, approche socio-constructive, partage, mutualisation, je reprends ma respiration, dissémination, relation de proximité, communication, collaboration, communauté solidaire, mobilité virtuelle ou physique. Bon, point de suspension. Or, ces vocables qui tournent autour de la notion de contact avec l'autre, il faut au moins 2 entités pour communiquer, pour mutualiser, pour interagir. Au moins 2 entités. Donc, vecteur commun, le contact avec l'autre, suppose par voie de conséquence que l'aboutissement en est ou devrait en être, dans l'idéal, la découverte de l'autre, l'enrichissement de soi par effet retour, et donc le dépassement de ses propres représentations, donc une meilleure compréhension, le sens de l'altérité et, espérons-le, une meilleure acceptation, davantage de tolérance et d'inclusion. On est bien ici dans des valeurs humanistes et tout ceci est rassurant. Si l'objectif est celui-ci, alors on écartera le risque de l'isolement par le numérique, parce que des risques ont été pointés aussi à juste titre, le cocon numérique dont quelqu'un a parlé, et le risque aussi de formatage, pas forcément dans le bon sens du terme, par une surexposition non maîtrisée et non raisonnée. Ce sont de vrais risques, et je crois que c'est François Neuville qui a fait référence à l'isolement suicidaire, qui est quand même assez préoccupant. Je crois qu'il parlait de la Corée, me semble-t-il, hier, mais j'ai pu, à l'occasion d'une mission au Japon, apprendre, j'ai appris qu'il y avait un phénomène un peu similaire chez les jeunes adolescents. À cela, on doit rajouter donc, à cet isolement qu'il faut éviter, que l'outil peut créer aussi une illusion de facilité. Et je dis bien une illusion. Or, toute production, puisque c'est sur ça que l'on insiste, toute création, co-construction ne va pas sans travail. Dans l'atelier où j'étais ce matin sur Internet, Monsieur Erwan, je crois, autodidacte, c'est ça, le paradis de l'autodidacte, voilà, a lui-même souligné l'importance, je crois, enfin oui, j'en suis sûre, mais ça a été dit aussi hier ou avant-hier, du travail et de l'effort. Mais ça n'est pas lié qu'au numérique qui pourrait donner une illusion de facilité. Il est temps, je crois, dans le système éducatif aussi d'une manière générale, dans la société en général, de réhabiliter la valeur de l'effort et du travail dans les apprentissages. Car il ne suffit pas d'être exposé, je parle d'exposition passive, pour construire des compétences. Alors, je reviens au numérique et ses potentialités dans notre système éducatif. Il est donc à la croisée de nombreux défis actuels. Et grâce à ses qualités intrinsèques, il peut aider effectivement à relever ces défis. Alors la toile, comme on dit,
c'est peut-être pas pour rien qu'on parle de la toile, d'ailleurs c'est très intéressant. C'est une image, mais je parlais des liens tout à l'heure, de l'interaction, c'est bien ce que l'on tisse, c'est bien cette couverture que permet l'outil, mais grâce justement à l'interaction, aux liens que l'on noue, que l'on crée. Ceci, évidemment, on va le voir, offre des réponses à certains problèmes. Et la vitesse de transmission, on parlait d'immédiateté tout à l'heure, de l'information est aussi un atout extrêmement important. Alors, pour essayer de résumer très rapidement et simplement le rôle du numérique qui doit entrer donc dans l'école et qui est au cœur effectivement de la problématique éducative, vous avez démontré comment il pouvait effectivement, à l'échelle du territoire ou des territoires, aider à résoudre des inégalités. Des inégalités, notamment lorsqu'il y a une question de distance, de rareté de l'offre des formations, de la rareté de la ressource enseignante, on a parlé de ruralité, etc. On a vu combien le numérique pouvait, ou comment le numérique pouvait apporter des réponses assez facilement à ça. Au niveau de l'établissement, évidemment, il permet aussi, à travers les projets, la préparation des projets, l'état des lieux qui précède la préparation des projets, il permet de créer une synergie intercatégorielle. Et je suis très attachée à l'intercatégorialité pour avoir organisé dans un passé plus lointain encore, quand j'étais IAIPR, des formations premier degré, second degré sur les langues. Je me suis bien rendu compte que les beaux discours autour d'une table ne suffisaient pas, pour ne pas dire ne servait pas à grand-chose, mais qu'on avançait vraiment quand on mettait autour de la même table, autour d'un même objet pour qu'ils créent ensemble des professeurs du premier degré, des IUN et des IUN du premier degré d'un côté, des enseignants du second degré, des IPR de l'autre, et ils avaient le même objet de production, de coproduction, et c'est là qu'on arrivait à avancer. Donc, synergie intercatégorielle. Au niveau des enseignants, évidemment, le problème crucial, qui pour moi est le problème essentiel de la formation. Donc, quelle aide le numérique peut-il apporter? Il permet la mutualisation des ressources. Alors, quand on pense ressources, des fois, on devrait préciser, il y a les ressources documentaires, certes, qui sont extrêmement importantes, mais aussi les ressources méthodologiques, en termes de démarche, de méthodologie, de méthode. Et ça, peut-être qu'on n'y pense pas assez. Et puis, au niveau de l'élève, évidemment, on l'a dit, même si l'élève a une habileté que n'a pas l'adulte, enfin les adultes, peut-être les moins jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences nouvelles à développer chez ces élèves et l'outil numérique doit l'aider à acquérir davantage d'autonomie et de responsabilité. Donc, l'outil est là, il est là, je veux dire, avec son cortège de déclinaisons, d'applications, quelque peu pléthorique aussi, et effrayant pour le béotien. Attention, il peut faire peur quand on est au bas de l'échelle, si je veux dire, par les choix qu'il implique, parce qu'il faut faire des choix. On ne va pas, je veux dire, avoir recours à toutes les applications, à tout. Bon, et la vitesse de multiplication, de démultiplication est telle que l'on peut décourager aussi les professeurs, les utilisateurs. Donc il faut faire attention à ça. Il peut faire peur par le temps d'appropriation, on l'a dit, et les compétences à installer. Il faut acquérir aussi des compétences, ça n'est pas aussi facile que ça. Donc veillons, tout en les accompagnant, à ne pas effrayer les professeurs par un effet catalogue. Sinon, en dehors des pionniers, parce qu'il y en a toujours, et Dieu merci, il y en aura, j'espère, la plupart renonceront. On l'a vu en dehors du numérique pour d'autres choses. Dans le même temps, on ne peut plus faire marche arrière, quelqu'un l'a dit, c'est une évidence, et l'école ne peut pas continuer de marcher seule à côté du numérique. C'est impossible. Alors il faut essayer de résoudre cette équation, si je puis dire. Les élèves, d'un côté nous avons l'outil qui est performant, à l'autre bout nous avons le public qui nous intéresse finalement au bout du bout, ce sont les élèves, ceux que nous devons former. Ils sont là
et nous avons la chance, pour peu que l'on donne sens aux activités qui leur sont proposées, je crois que c'est M. Cerisier hier qui l'a dit, ne sont pas rétifs, pas du tout. Donc quelle chance, on a l'outil, on a des élèves qui sont prêts à entrer là-dedans. Mais entre les deux, il y a un maillon, et c'est celui-là qui nous préoccupe, c'est le médiateur des apprentissages, c'est le professeur qu'il faut outiller pédagogiquement par une formation. Alors évidemment, on la souhaiterait systématique et obligatoire, mais vous savez que dans le second degré, elle ne l'est pas. Mais il y a peut-être des moyens, effectivement, d'amener les professeurs vers le numérique ou de faire en sorte qu'ils aillent davantage vers la formation. Je parlais plutôt de formation continuée que de formation continue à ce moment-là, et une formation adaptée aussi. Alors pour conclure, je vais, et me faire plaisir, excusez-moi, c'est très, très égoïste, donc je vais tenter d'illustrer la problématique des évolutions et des adaptations en prenant l'exemple des langues vivantes, non pas pour vous dire que c'est un modèle, loin de là, parce que nous avons encore de nombreux problèmes, mais c'est le domaine que je connais le moins mal. Alors, je voulais juste faire un petit parallèle entre ce qui a été pointé et ce que nous avons vécu en matière d'adaptation. Les langues vivantes, au cours du XXe siècle et depuis la fin du XIXe, ont connu des évolutions méthodologiques radicales, on va dire par période de tous les 20 ans à peu près. Au cours du siècle du XIXe, elles étaient enseignées selon la méthode traditionnelle, héritée à l'époque des langues anciennes, c'était explication-traduction. Voilà, c'est une approche essentiellement écrite. Au début du XXe siècle, avec le développement on va dire, de l'industrie, la mobilité accrue, c'est à cette époque-là qu'on a introduit le programme d'assistant de langue étrangère aussi, ça n'est pas un hasard. On est passé à la méthode directe. On est passé brutalement d'une approche écrite à une approche purement orale. Purement orale, parce qu'on pensait que le contact direct avec le locuteur natif, après que le professeur ait donné les règles de grammaire, de fonctionnement, de syntaxe, tout ce que vous voulez, suffisait à faire parler. Bon, évidemment, ça a duré à peu près une quinzaine d'années. En réaction à ceci, parce que c'est toujours en réaction à quelque chose qu'on avance, entre 1920 et 1960, on est passé à la méthodologie active, qui était une sorte de compromis entre la méthodologie directe et traditionnelle. On est revenu au passage par la langue française pour expliquer certaines choses, certaines règles de fonctionnement de la langue. Puis est arrivé ensuite, sont arrivées les premières technologies. Le magnétophone à bande, les diapositives, la méthode audio-orale et la méthode audiovisuelle. Ça a été une véritable révolution pour les professeurs aussi. Et il a été dit également, je crois que c'est aussi M. Cerisier qui a dit ça, que souvent la pression pour le changement vient de l'extérieur. Bien, nous avons deux exemples en langue vivante où les méthodologies qui ont impacté l'enseignement des langues ont été initiées à l'extérieur de l'éducation nationale. C'est la méthode audio-orale, donc de ces années-là, avec les courants behavioristes. Elle a été inventée aux États-Unis pour former très vite, parce que ce sont les réflexes langagiers, stimulus-réponse, etc., les soldats américains qui allaient combattre en Europe. Et cette méthode audio-orale, ensuite, a été introduite dans le système éducatif pour enseigner le français langue étrangère et les langues en France. Puis la méthode audiovisuelle avec le support visuel en plus. Donc il a fallu, ça a été une véritable, là aussi, rupture pour les professeurs. Et puis est arrivé le Conseil de l'Europe, la construction européenne et la division des politiques linguistiques de l'Europe et le notionnel fonctionnel. Ben là aussi, on a introduit dans l'enseignement, on a arrêté, on a mis de côté le magnétophone et tout le reste, l'approche structurale, etc. Et on a dit, il va falloir apprendre aux élèves comment exprimer telle notion, telle notion.
Ça n'était pas destiné du tout à l'enseignement des langues en milieu scolaire. C'était destiné à des adultes, puisqu'on faisait venir beaucoup de main-d'œuvre étrangère en Europe, et il fallait leur donner un kit de survie, ce qu'on a appelé les niveaux seuil. Comment demander de l'information, comment donner de l'information, comment exprimer une opinion, etc. Les relations de civilité. Elles ont été classées en 4 ou 5 catégories, et tout l'enseignement des langues a été basé là-dessus. Rien à voir avec ce qui avait précédé. C'était l'ancêtre du cadre européen commun de référence pour les langues qui, pour l'instant, est, j'ai vu récemment dans les nouveaux programmes de collège, structure tous nos programmes actuellement. Je trouve que ce cadre européen commun de référence pour les langues est une vraie chance pour nous, parce qu'il a introduit de manière officielle la notion de compétence. La notion de compétence n'était pas du tout acquise dans l'enseignement des langues. Voilà, je vais être obligée de m'arrêter, je pense, bon, d'accord, mais je voulais vous dire quand même qu'il y a un parallèle avec ce qui a été dit, parce que le triptyque pour communiquer, puisque communiquer, je crois, est au cœur de nos préoccupations, y compris dans le numérique, c'est, pour communiquer, d'abord, il faut une intention. On ne communique pas comme ça, pour rien. Il faut une intention, donc ça, il faut un propos. Le propos, c'est la culture, je vais quand même le dire. Nous avons eu, y compris dans les langues vivantes, dans notre famille, beaucoup de difficultés à faire passer la notion de compétence, parce qu'elle venait heurter, c'était presque une injure, la traditionnelle noblesse de la culture littéraire. C'est vrai que les compétences, telles qu'elles ont été définies par niveau, activité langagière, etc., sont extrêmement précieuses pour baliser un parcours d'apprentissage et donner des objectifs d'évaluation. Mais c'est une approche anglo-saxonne. Et il y a un vrai problème culturel derrière l'apprentissage des langues. Vous savez, les anglo-saxons ont une approche très pragmatique des choses. L'enseignement des mathématiques se fait à l'inverse de ce qu'il est. En France, la pensée française, la démarche française, est beaucoup plus conceptuelle. On commence par le concept, la notion, qui paraît beaucoup plus noble que la compétence. Donc, si vous voulez, le cadre européen et l'application que nous en avons faite à travers les programmes, met en synergie le propos, et c'est tout le programme culturel, parce que nous ne l'avons pas oublié, et heureusement, par langue, mais c'est le même programme, les mêmes objectifs pour toutes les langues. Les compétences, selon ce que l'on veut faire, et puis le médium linguistique, évidemment. Donc, je crois qu'on est arrivé à un équilibre, mais j'aurais voulu continuer, mais tant pis. Merci beaucoup. Je peux pas insister, mais c'est un mot. Ce à quoi je crois beaucoup aussi, pardonnez-moi, je vais le dire, c'est la notion, c'est l'apprentissage en mode projet. C'est l'apprentissage en mode projet qui est comment dirais-je, qui motive et les élèves et les professeurs, et on en a vu de nombreux exemples. Mais ça n'est pas acquis non plus par tous. Bien, merci. Vous retrouvez de toute façon pour écouter à tête reposée l'ensemble de ces interventions. Si d'aventure vous aviez manqué quoi que ce soit, sur le site, c'est en vidéo filmée avec les touches ralenti, pause et tout ce qui peut permettre, je l'espère, de savourer ce congrès jusqu'au bout, y compris après. Sans tarder, Alexis, quelques mots, parce que nous l'avions évoqué à Saragosse, et c'était cet après Saragosse que nous vous avions évoqué.